Culture Pub, suite, vous avez certainement terminé de dîner. Désolé, nous allons vous parler de bouffe. Pourquoi de bouffe? Parce que nos habitudes alimentaires sont en proie à une véritable révolution. L'explosion de la télévision, du satellite, les réseaux en ligne et la démocratisation des voyages sont à l'origine de ces profonds bouleversements. Et la grande tendance à la mode en matière de bouffe s'appelle l'exotisme. Pourtant, en France, Rémi, on ne peut pas dire que le phénomène de la bouffe exotique soit vraiment nouveau. Non, c'est pas vraiment nouveau, mais avant, c'était un petit peu lié à l'histoire coloniale de la France. L'héritage colonial. À l'héritage, mais aussi aux communautés vivant en France. C'était donc le resto italien, c'était le couscous, le chinois, etc. Les Vietnamiens. Aujourd'hui, les nouvelles tendances n'ont rien à voir avec tout ça. Elles sont liées au voyage. Les gens voyagent plus, que ce soit en avion ou sur leur petit écran. Et tous ces voyages, c'est le Japon, c'est le Mexique, on finit par les retrouver au fond de l'assiette. Tex-Mex et compagnie. Alors ça, c'est l'assiette du resto branché, mais il semblerait qu'il y ait le même phénomène dans les linéaires de supermarchés. Alors il y a deux modes pour vendre un petit peu tout ça dans les linéaires. La première, c'est un peu à la manière du guide du routard, c'est vous allez faire vos courses au marché chinois et puis vous remplissez votre sac à dos. Les grandes marques, elles ont plutôt tendance à jouer les tours opérateurs et à nous proposer des voyages clés en main, ce qui n'est pas toujours évident. Quand on s'appelle Germaine ou Uncle Ben, c'est qu'on essaie de vendre du retail, ben, c'est un petit peu comme si vous alliez dans un resto chinois et que vous étiez accueilli par un serveur italien. Ça m'est arrivé. Et pourtant, la mode est au métissage culinaire, semble-t-il. Oui, la mode est le passé. Marco Polo a ramené les épices, Parmentier la pomme de terre. Les Américains nous ont ramené le maïs à table, alors qu'en France, bon, c'est un petit peu une nourriture de cochon et de volaille. Et puis tout cela va continuer. C'est un peu comme la langue, c'est un petit peu comme la musique. Tout évolue. On assimile de nouveaux ingrédients et puis on fait toujours de bons plats. Donc il n'y a pas à s'en plaindre. Alors attendez-vous un jour à trouver un cassoulet avec du chili con carne ou bien une choucroute basmati. Délicieux. La langouste de Cuba, de l'émeraude et de retard, on la pêche tout là-bas, on la surgèle dans le bois. On la pêche tout là-bas, on la surgèle. Un petit A. Par ces temps de grisaille économique et climatique, l'exotisme est à toutes les sauces. En publicité, il est par exemple utilisé comme dynamique d'ouverture au lointain, à l'aventure. Mais l'exotisme, c'est aussi le retour à l'originel et à ses clichés. Le mythe de l'île est un grand mythe et qui est largement utilisé en communication. La petite communauté coupée de tous les péchés du monde, où les gens vivent nus dans le plaisir. L'exotisme peut aussi suggérer le proche éloigné, lorsqu'un produit courant et banalisé comme les pâtes est renvoyé sur sa terre d'origine. A l'inverse, il y a l'exotisme qui ramène le lointain dans notre assiette. Et si j'allais chercher mon dessert au Brésil? Et cet exotisme de la fourchette, comme le tourisme, se porte bien, sans que ce soit vraiment nouveau. Vous voyez que dans les années 20 ou 30, on commençait à avoir des restaurants chinois à Paris. Vous voyez qu'ensuite, avec la décolonisation, on a eu les couscous. Vous avez vu, bien entendu, la pizza qui s'est installée à partir des années 60, surtout 70. Elle est bien, ma belle-fille. Bon, mais la vogue des Chinois ou du couscous, on a de vraies explications historiques. C'est moi qui lui ai appris. C'est pas elle qui l'a fait, maman. Qui c'est alors? C'est Garbette, belle maman. Garbette? Qui c'est celui-là? Mais aujourd'hui, l'exotisme nouveau n'a aucun lien avec notre passé colonial ou avec les minorités vivant en France. Il s'appelle le Tex-Mex, et le Tex-Mex, c'est l'adaptation par les Américains de la cuisine mexicaine qui a démarré donc au Texas et puis en Californie. même si le phénomène reste très urbain, le concept marche plus que bien. En 5 ans, plus de 500 restos Tex-Mex se sont implantés en France. La bière branchée du moment s'appelle la Corona. Oui, même Chirac en boit. Certes, la Corona est encore une petite niche, mais c'est une bière qui fait aimer la bière à ceux qui n'aimaient pas la bière, et notamment les femmes. D'ailleurs, les brasseurs français qui n'avaient pas vu la mode venir ont réagi en sortant tous un modèle au nom tropical. Même McCain s'est placé sur le créneau en tex-mexisant un thé glacé, une boisson qui souffrait justement d'un déficit d'image. Colorado de McCain, serez-vous capable de boire tout ça? Plusieurs raisons expliquent la vogue Tex-Mex. D'abord la convivialité et l'ambiance du produit, le côté exotique, quoi. Tout le monde est au bar, boit à la bouteille, mange avec ses mains et que les gens s'y sentent bien. Casa Fiesta. Mexicans will kill for it. C'est une ambiance qu'ils vont chercher, évidemment des plats derrière, mais c'est pas exclusivement le plat par rapport à une thématique produit comme la viande ou le poisson, où là on va chercher véritablement le produit, la valeur intrinsèque du produit. Et cette ambiance fait partie d'un mythe qui a une origine bien précise, et là il ne s'agit pas véritablement de goût, mais surtout de culture.
C'est le vent de l'Amérique, c'est le sud des États-Unis, c'est les jeans, c'est la poussière, c'est le cactus, c'est les stations-service en plein milieu du désert. C'est un mode de consommation qui correspond aux jeunes. Et pas seulement aux jeunes Français. La mode Tex-Mex est internationale et débarque dans tous les pays, comme l'ont fait jadis les Coca, McDo ou même le whisky dans les années 50. Souvenez-vous. Personne ne buvait du scotch en France, on disait que ça avait le goût de punaise écrasée. Et puis il y a eu les Mick Ocean, Eddie Constantine, les séries noires, Sam Spade, Humphrey Bogart et tout le tralala. Donc on s'est mis à avaler de l'image immatérielle. Et du modèle dominant, dont le plus bel exemple est certainement le succès du Planet Hollywood, le restaurant de Stallone et Schwarzenegger, véritable antenne parisienne de la World Company. De la même manière que vous avez envie de connaître la langue de l'autre, vous avez envie de ressembler à l'autre. On est ici, là il y a Schwarzenegger derrière. Peut-être que si je bouffe le hamburger de la maison, je vais me faire du biscotto à la Schwarzenegger. Après s'être fait les biscottos dans les restos branchés, la cuisine exotique attaque les supermarchés. Les parents vont rester en sans nous. Eh bien, nous, ce soir, on dîne en Chine. Voici le chili con carne garbit. Mais avant de se faire une place dans les linéaires, les produits doivent faire leurs preuves et apprendre à communiquer. Salut Pézard. Chili con carne garbit, c'est bon comme là-bas. En Angleterre, la communication s'organise autour des communautés. On compte sur l'effet prescripteur de la grande consommatrice sur son voisinage. Could you ask for better basmati? Autre stratégie en France, le produit est occidentalisé pour ne pas effrayer le français moyen. Mais c'est la soupe de la terrible tribu des Kong-Chong-Fu. Non, c'est la soupe chinoise aux crustacés de la gentille tribu des Knorr. Le goût doit quand même être pas trop éloigné de ce qu'il peut supporter. Tous les goûts ne passent pas. Faire la cuisine chez soi, c'est éventuellement rater quelque chose. Donc pour rentrer dans la cuisine exotique ou pour rentrer dans une recette, il faut avoir une certitude de ne pas la rater. Pour l'initiation, les marques spécialisées dans la cuisine exotique font la pédagogie du voyage un peu à la manière du guide du routard. Des plats préparés selon des recettes traditionnelles. Ce soir, je suis pas là, hein. Je m'en vais ailleurs. Les grandes marques, elles, jouent les tours opérateurs et proposent du voyage clé en main. Il y a plus qu'à se laisser aller. Quand on est distribué en grande distribution pour des consommateurs lambda, le rôle qu'on a, c'est effectivement d'être ce guide, d'être ce tour opérateur, d'être ce lien entre la France et l'étranger. Germaine, c'est thaï ou vietnamien aujourd'hui? Vietnamien, oh! Bon, parfois le lien n'est pas vraiment raccord. Uncle Ben vient de créer un nouveau riz. Mais il n'y a pas que Germaine qui a des problèmes de repositionnement. Le mariage étonnant du plus pur des riz thaï et du plus parfumé des riz basmati. Ceci dit, crédible ou pas, Germaine et Uncle Ben's surfent sur un mouvement de fond répondant aux nouvelles aspirations du consommateur. Il y a d'abord des raisons structurelles, liées aux évolutions des modes de vie. Un chili con carne en quelques minutes. Avant, on avait les racines de son terroir, de sa grand-mère, etc. Aujourd'hui, ce qu'on prend, c'est les racines mobiles, c'est les racines des autres. Et puis, il y a des raisons purement conjoncturelles, liées à la crise de la consommation. L'exotisme est une manière très économique de se faire plaisir. Prenez la cuisine rapide aussi, où on peut manger pour 40 ou 50 francs. Eh ben, c'est souvent de la cuisine étrangère. Mais une chose importante aussi, c'est que c'est pas cher aussi, vous comprenez? C'est des produits qui coûtent pas cher du tout. Est-ce que la cuisine française, elle a un certain coût, ce qui est normal, parce que c'est des produits de qualité. Une qualité, certes, mais qui a bien du mal à masquer une crise profonde du secteur. Il faut reconnaître que c'est vrai. Actuellement, dans le monde entier, on recherche cuisine chinoise, cuisine italienne, les McDo marchent à fond, et la cuisine française a pris un peu de retrait. Et le retrait risque de durer. On n'a pas tout à fait fini notre tour du monde gastronomique. Le développement de la thématique exotique en est qu'à son début. Je veux dire, aujourd'hui, on connaît grosso modo l'Asie et l'Amérique du Sud qui se développent assez bien, mais il y a probablement dans le reste du monde d'autres cuisines qui vont arriver tout doucement. Oui, comme les cuisines japonaises, pakistanaises ou indiennes, encore marginales en France, mais qui nous promettent de beaux voyages. Côté français, du coup, on fait vibrer la fibre. Estouffade, cassoulet, mijoté, un bœuf mironton, le coq au vin, tous ces plats merveilleux qui ont un peu disparu justement au profit de toute cette cuisine exotique. Donc c'est à nous à reconquérir le marché, il faut qu'on aille au charbon. Et pour aller au charbon, certains prennent l'exotisme à contre-pied. Quand on veut faire découvrir à quelqu'un une mayonnaise qui a du goût, on lui fait goûter la mayonnaise Amora. Spaghetti Barilla. Voilà une stratégie de défense du goût que Barilla a déjà utilisée en Italie, de manière plus explicite et plus larmoyante, et que l'on peut résumer à « faudrait pas prendre les boat people pour des canards laqués ». Des pâtes fraîches rehaussées au curry, ou papillotes de l'autre parfumées au curry. Autre stratégie de défense du goût, l'intégration. On appelle ça le métissage culinaire, et ça promet.